Bonsoir tout le monde, je m'appelle Oussama Ammar. Alors je suis très content de faire une conférence ici, c'est un peu spécial pour moi parce que ça fait 10 ans que je suis pas vraiment revenu à Tours. J'ai grandi à Tours, j'étais à Tours Nord et puis c'est normal D'accord, je me mets plus par là. Là c'est bon. J'ai grandi à Tours Nord, j'ai eu la chance de faire mon lycée au lycée Balzac, pas très loin d'ici, donc je garde un attachement au cœur pour Tours. Même si je suis parti au quart de tour dès que j'ai pu. Donc je suis content de voir autant d'entrepreneurs ce soir. Donc le sujet de ce soir, c'est la scalabilité. Alors c'est un mot barbare. C'est un peu comme tous les mots qui n'ont pas d'équivalent simple en français. C'est parce qu'on a un problème culturel avec le mot. Vous savez, quand un mot n'existe pas dans une langue, c'est parce que la langue historiquement n'a pas réussi à s'approprier le mot et à avoir sa propre version du mot. Alors pourquoi on utilise le mot anglais? Tout simplement parce que la traduction la plus proche de scalabilité en français, c'est rendement croissant d'échelle. C'est quand même beaucoup moins swag. C'est quand même pas le mot. Vous pouvez essayer de le sortir à un dîner. Et toi, tes rendements croissants d'échelle, t'en es où? Ça marche pas très bien. Mais pourquoi le mot n'existe pas? Parce que c'est un concept qui est assez nouveau dans l'économie et qui a été monopolisé par la Silicon Valley en tant que concept et qui aujourd'hui pour nous concerne beaucoup d'industries. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste avant de vous expliquer ce qu'est pour moi la scalabilité et pourquoi c'est très important en tant que phénomène, j'aimerais vous donner un peu de perspective à propos de ce mot. La première chose, c'est que les startups n'ont pas le monopole de la scalabilité et la scalabilité ne monopolise pas les startups. Il y a des milliers de startups hyper intéressantes à créer qui ne sont pas scalables. Vous savez, c'est toujours le problème quand on défend un phénomène, c'est que tous les gens qui sont pas dans le phénomène se sentent tout de suite beaucoup moins cool, parce que les gens passent leur temps à se comparer, et les gens passent tout leur temps à vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. Donc il y a énormément de choses très intéressantes à faire dans les services, il y a énormément de choses très intéressantes à faire dans les business linéaires. Si vous êtes le fondateur de Accenture, par exemple, vous avez des milliers de gens qui travaillent pour vous dans le monde, vous avez une boîte qui gagne beaucoup plus d'argent que beaucoup de boîtes. Par exemple, ayant grandi à Tours, j'ai un référentiel dans The Family que j'appelle le référentiel kebab, où je compare nos startups au chiffre d'affaires d'un kebab. Et je leur dis, vous valez 1 kebab, 2 kebabs, 3 kebabs. C'est pour vous montrer. Les kebabs, c'est linéaire, mais ça gagne beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de monopole du cool ou de la scalabilité. La deuxième chose, c'est que la scalabilité est un phénomène hyper intéressant parce qu'il est né dans l'Internet, mais il ne concerne plus seulement l'Internet. Alors, qu'est-ce que c'est la scalabilité? La scalabilité, c'est le fait que à chaque fois que vous vendez quelque chose, il se passe 3 phénomènes économiques extrêmement simples. Le premier, c'est que vos coûts baissent, votre bénéfice monte et votre rendement est croissant. Donc, là, c'est pas de fabriquer quelque chose en grand, la scalabilité. Vous savez, souvent les gens disent j'ai ouvert un restaurant, si j'en ouvre 1000, je scale. Non, passer de 1 restaurant à 1000 restaurants, c'est 1000 fois plus grand que 1 restaurant. Il n'y a pas de scalabilité. La scalabilité, c'est une exponentielle. Pour comprendre la scalabilité, il suffit juste de penser Google. Imaginez la première personne qui est venue taper une requête sur Google. Et ben, la première requête sur Google, c'est la requête la plus chère de l'histoire de Google. Pourquoi? Parce qu'il faut rembourser les années de R&D, il faut rembourser tous les ingénieurs qui ont travaillé pour amener à ce point précis. Et donc, quand vous tapez votre mot-clé, chaton, eh ben, chaton devient le mot-clé le plus cher de l'histoire de Google. Et le deuxième mot coûte 2 fois moins. Pourquoi? Parce que vous venez d'amortir un coût fixe d'infrastructure par 2 requêtes. Puis le troisième coûte 3 fois moins, et quatrième, etc. Et donc, les coûts sont décroissants, les revenus sont croissants, et comme le coût fixe, lui, est fixe, vous avez un rendement d'échelle. Et la scalabilité, elle a un certain nombre de propriétés économiques fascinantes. La première d'entre elles, c'est que contrairement à l'industrialisation, le passage à l'échelle augmente la qualité, ne la réduit pas. Je m'explique. Si vous faites un jambon artisanal, ce jambon est formidable. Il est bon, il est plein d'amour. La personne qui a créé ce jambon, il y a passé des mois et des années. Et l'expérience de tous les jambons faits avant améliore ce nouveau jambon. Ça, c'est l'artisanat. L'industrialisation, c'est quoi? C'est prendre ce jambon
et le fabriquer à des millions d'unités. Pourquoi l'industrialisation a cet effet de déshumanisation? C'est parce qu'il est impossible de mettre autant d'amour dans 1 million de jambons que dans un jambon. Il n'y a juste pas assez d'amour dans nos cœurs pour ça. Et donc, parce qu'on ne peut pas y mettre autant de qualité, forcément la qualité se réduit. Puis il y a plein d'autres phénomènes. L'industrialisation dit ressources limitées, donc tension sur les ressources, donc baisse de la qualité. Si vous avez comme mission de faire un seul jambon et de faire le meilleur jambon, vous pouvez décider de ne pas tuer tous les cochons. Si vous faites du jambon industriel, vous devez tuer tous les cochons pour produire votre jambon. Donc forcément, vous ne pouvez plus choisir le jambon, vous avez simplement comme contrainte de toujours trouver d'autres jambons. Donc le passage à l'échelle, l'industrialisation a comme première caractéristique de réduire la qualité des services. La scalabilité, c'est l'inverse. S'il y a 1 milliard de personnes qui ont fait une recherche sur Google, Google est de meilleure qualité que lorsque Google avait démarré. Pourquoi? Parce que les 1 milliard de requêtes permettent à Google d'apprendre, d'avoir de la data, et cette data, requête après requête, exponentiellement, apporte plus de valeur à chacun des utilisateurs séparément. Donc un jambon qui scale, c'est quoi? Eh ben, c'est un jambon qui serait fabriqué par des milliers de gens qui font du jambon artisanal. La scalabilité, c'est une concurrence à l'industrialisation dans un mode de production décentralisé. Du jambon qui scale, c'est du jambon qui n'est pas produit par un producteur de jambon à un point central, mais ce serait une marque qui serait partagée par des milliers de gens à travers le monde qui mettraient beaucoup d'amour chacun dans leur jambon. Et parce qu'ils partageraient une marque, parce qu'ils partageraient une communication, ils pourraient avoir des coûts fixes décroissants. Prenons l'exemple de Uber tout à l'heure. Qui dans cette salle connaît Uber? Voilà, il n'y a pas Uber à Tours. Vous comprenez le principe de la scalabilité? C'est que tous les chauffeurs de taxi qui utilisent Uber, enfin tous les chauffeurs de Uber qui sont sur Uber, ils ont simplement comme caractéristique de partager une infrastructure qui devient une infrastructure commune. Et donc ils peuvent acquérir des effets d'échelle que tout seul, chaque chauffeur dans son coin ne peut pas atteindre. Mais c'est différent de l'industrialisation au sens où le rendement pour Uber de chaque chauffeur est exponentiel. Si Uber a 10 000 chauffeurs, l'infrastructure, elle est rentable divisée par 10 000. Si elle en a 1 million, le coût par transaction de l'infrastructure vient donc de baisser de 1000, etc., etc. Et c'est pour ça que Uber peut embaucher 1 million de chauffeurs sur 18 mois. Comment Uber arrive à des échelles pareilles d'opération? C'est tout simplement parce que ça scale. Alors ça, c'est pour la définition de la scalabilité. Pourquoi la scalabilité, c'est important? Parce que nous, à The Family, on a une thèse économique qui est « Scale is coming », like winter. C'est l'idée que à peu près toutes les industries vont, les unes après les autres, connaître une transformation de scalabilité. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En termes de cycle économique, c'est la révolution entrepreneuriale qu'on est en train de vivre n'est que la même histoire répétée et répétée. La dernière en date, c'est justement l'industrialisation. Le paradigme industriel, c'est un paradigme super intéressant parce que toutes les industries, les unes après les autres, sont passées dans un paradigme industriel. La dernière en date à s'être transformée, c'est le luxe. Pensez au luxe. Avant les années 80 et avant l'apparition de LVMH, il était inimaginable que le luxe sortirait de l'artisanat. Quand on pensait à toutes les industries artisanales qui avaient été industrialisées, on se disait que l'industrie qui était protégée et qui jamais de la vie ne serait touchée par l'industrialisation, c'était le luxe. LVMH est venu et aujourd'hui LVMH vend des sacs en plastique plus chers que des sacs artisanaux. Parce que les sacs LVMH, ils sont littéralement en plastique fabriqués en Chine. Mais le pouvoir du marketing, le pouvoir de la marque a permis à LVMH de continuer à raconter une histoire d'artisanat tout en ayant un processus de vente qui est un processus de vente industrielle. Donc même une industrie qui semblait complètement inattaquable, protégée, qui jamais ne se transformerait, a fini par se transformer. La première industrie qui est passée à l'industrialisation, c'est l'industrie lourde, avec notamment la métallurgie au XVIIIe siècle et les chemins de fer au XIXe et l'automobile au XXe. C'est les trois grands moments de l'industrialisation, la naissance du Fordisme, etc. Mais ce que les gens ne comprennent pas dans les transformations économiques, c'est que les transformations économiques arrivent toujours en même temps que les transformations sociologiques et elles arrivent toujours en même temps que les transformations sociales.
Et alors, est-ce que c'est les transformations sociales qui produisent les transformations économiques ou est-ce que c'est les transformations économiques qui produisent les transformations sociales? C'est un débat qui, moi, m'intéresse pas beaucoup. C'est un débat qui a lieu depuis très longtemps, mais qui n'est pas le débat intéressant. Le débat intéressant, c'est quelle est la prochaine transformation technologique, quelle est la prochaine transformation économique, quelle est la prochaine transformation sociologique. Et nous, on pense que scale, c'est la prochaine transformation. La scalabilité va toucher toutes les industries, les unes après les autres. Alors, la scalabilité a commencé dans l'Internet pur, pour une raison historique très simple, c'est que les ados qui ont commencé à créer des startups il y a 30 ans, ils voulaient écouter de la musique gratuitement, ils n'avaient pas d'argent pour en acheter. Donc, ils ont scalé la musique. Et puis, après, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, il faudrait aussi regarder des films, donc ça a été dans l'entertainment. Ils ont commencé à vendre des livres en ligne, parce qu'ils lisaient beaucoup, c'est l'apparition d'Amazon, etc., etc. Et en fait, vous pouvez suivre l'évolution de l'histoire des startups à travers un prisme tout bête, qui est la passion et le centre d'intérêt des pionniers qui étaient dans ce milieu-là. Alors, ces pionniers, ils ont un peu vieilli. Beaucoup d'entre eux arrivent dans des nouveaux secteurs. Et ce que les gens comme The Family se rendent compte, c'est qu'aujourd'hui, la Silicon Valley a gagné la bataille de la scalabilité dans l'Internet pur, c'est-à-dire les médias, l'entertainment, la pub et tous ces sujets-là. Mais il reste énormément d'industries qui n'ont pas encore fait leur virage de scalabilité. Nous, on pense qu'un Google de l'agriculture va apparaître. On pense qu'un Google de la logistique va apparaître. On pense qu'un Google de, dites-moi n'importe quelle industrie va apparaître. Et petit à petit, industrie après industrie, ces industries vont être conquises par cette méthode scalable. Alors, cette méthode scalable, elle repose sur 3 forces qui sont permises par l'Internet. La première force de marché, c'est que l'information est devenue une commodité. Alors ça, j'aimerais tous vous le dire, parce que je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en m'expliquant qu'ils ont une idée géniale. Alors je vous la fais simple, hein. Votre idée, elle est nulle. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les idées sont nulles. Toutes les idées ont eu lieu, toutes les idées ont déjà été écrites. Il y a un écrivain que j'adore qui s'appelle Borges, que vous devriez tous lire pour comprendre le monde entrepreneurial, puisque Borges a dit tous les livres sont déjà écrits, et ben toutes les startups ont déjà été créées. Vous n'imaginez pas à quel point votre enthousiasme de « j'ai une idée, donc » repose sur une illusion que vous devez perdre le plus rapidement possible. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on a une idée. Picasso a dit « les grands artistes copient, les génies volent ». Donc c'est pas la créativité aujourd'hui n'a plus de valeur pour la raison très simple que quelle que soit l'origine de votre idée, qu'elle soit la vôtre ou qu'elle soit celle de quelqu'un d'autre, il n'y a plus de barrière à l'entrée dans un monde où l'information est une commodité. Aujourd'hui, une start-up peut être créée à 9000 km de Tours et vous pouvez apprendre son existence 1 semaine après son lancement, comprendre comment elle fonctionne 3 semaines après et la copier 8 semaines plus tard. Donc si c'est possible depuis Tours de vous copier quelque chose qui a arrivé à 9000 km, en moins de quelques semaines, c'est pas la peine de venir m'expliquer que les idées ont encore de la valeur. Le 19e siècle était un siècle obsédé par les idées. C'est pas pour rien que la philosophie idéaliste a été le grand moment de cette époque-là, pour la raison très simple que l'information ne circulait pas. Les idées étaient précieuses parce qu'elles étaient dures à déployer. Les idées étaient rares parce qu'elles étaient dures à comprendre. Les idées étaient importantes parce qu'elles portaient en elles le pouvoir de changer les choses. Mais à partir du moment où l'Internet est né, et à partir du moment où il y a 2 milliards de personnes qui utilisent Facebook quotidiennement, cette connexion-là a réduit à néant la valeur que les idées avaient. Donc ça, c'est la première market force sur la scalabilité. Cette market force a un corollaire tout bête, c'est que l'éducation est devenue une commodité. Alors, l'éducation, c'est le sujet de notre siècle. Pourquoi? Parce que l'éducation va vivre la révolution que le sport a vécue il n'y a pas longtemps. Vous allez voir, je vais vous faire une démonstration très simple, vous allez comprendre. Qui ici fait du sport plus d'une fois par semaine? Levez la main. Vous remarquerez que je ne lève pas la main, étant un grand jet-lagué sur ce sujet-là. Je fais partie des résistants du marché. Je refuse de me laisser avoir par ce diktat capitaliste. Donc, parlons du sport. Alors pour les gens les plus âgés dans cette pièce, vous vous souviendrez d'une époque pas si lointaine où faire du sport, c'était réservé à 2 catégories sociales. Les enfants
et les professionnels. Il n'y a pas si longtemps, jusque dans les années 80, personne ne faisait du sport en dehors des enfants et des professionnels. Quand mon frère, jeune Libanais dans les années 80, a appris que des gens se mettaient en pyjama pour courir dans des parcs en rond, il s'est dit que les Américains, ils sont fous. Il s'est pas dit, c'est génial, moi aussi je vais me mettre en pyjama et aller courir. Déjà, le terme pyjama, vous noterez l'ironie du terme et le respect que ce terme véhicule pour les gens qui font du sport. Et il y a un film extraordinaire que vous pouvez regarder sur ce sujet-là, qui s'appelle Chariot of Fire, les chariots de feu. Les chariots de feu racontent cette histoire complètement hallucinante des premières personnes à Oxford et à Cambridge qui ont décidé de prendre des entraîneurs pour aller aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, ce film, quand on le regarde aujourd'hui, on ne comprend rien. On ne comprend pas pourquoi le type se fait convoquer dans le bureau du directeur pour se faire engueuler d'avoir pris un entraîneur. La première fois que j'ai regardé le film, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre quand même ce film. Pourquoi il se fait engueuler? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre un entraîneur? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'il faut comprendre un paradigme, c'est-à-dire une façon de penser dans lequel le sport est un acte noble d'amateur. Si on prend un entraîneur, on triche, parce que c'est plus un acte noble. Et donc le sport, jusque dans ces années-là, c'est pas vu comme un sujet de performance. Et puis des gens ont commencé à le prendre. Et alors, le marché du sport aujourd'hui est l'un des marchés les plus structurés du monde. Vous avez les gens qui font du sport tout seuls et qui se motivent tout seuls. Il y a les gens qui vont dans un club, etc. Par exemple, ma femme, voulant absolument, pour des raisons évidentes, me forcer à faire du sport, a eu la grande idée de prendre un coach qui entraîne le GIGN. Donc elle lui a dit, on va faire un truc simple, quoi qu'il arrive, tu vas à la maison, s'il dit qu'il est en voyage, etc., je payerai la séance, mais tu vas à la maison vérifier. Donc ayant la flemme, j'annule souvent la séance, donc il vient à la maison vérifier si j'y suis ou pas. La dernière fois, je me suis caché dans le placard. Manque de peau, il avait vraiment un truc à mettre dans le placard, un sac, et donc il a ouvert le placard pour mettre le sac et il m'a trouvé. Et ben aujourd'hui sur le marché, pour des jet-lagués dans mon genre, vous pouvez trouver une offre de service, entraîneur GIGN, qui vous chope dans le placard et vous fout la misère. C'est une offre qui existe sur le marché. Pourquoi? Parce que le marché du sport, c'est tellement fragmenté à tous les niveaux qu'il n'existe pas un seul élément et pas un seul agent économique qui ne trouvera pas une offre qui lui correspond. Maintenant que vous avez compris comment le sport est passé des enfants et des professionnels à tout le monde, quel autre marché a cette caractéristique? L'éducation. L'éducation, c'est la chose la plus importante qui peut arriver dans votre vie. Il n'y a rien de plus important que vous éduquer. Pourtant, c'est quelque chose qui arrive à deux moments. Quand on est enfant ou quand on est prof. C'est-à-dire quand on est professionnel. Les deux seules personnes qui ont une réelle éducation continue, c'est les enfants et les profs. Et évidemment, enfants au sens jusqu'à étudiants. Imaginez que la chose la plus importante de votre vie, c'est-à-dire votre éducation, arrive au moment où vous êtes sans doute le moins mature ou le plus bourré. C'est quand même hyper étonnant comme fonctionnement. Et alors, c'est quoi l'éducation? L'éducation, jusqu'à pas très longtemps, c'était vu comme une sorte d'énergie cinétique qu'on acquiert au début et qui est censée faire toute notre vie. Donc, je vous explique. L'éducation, c'est cette énergie que vous mettez au début, un peu comme une force cinétique. Comme ça, vous accumulez le plus possible. Si vous avez la chance d'être un élève sérieux, vous accumulez beaucoup. Si vous avez la malchance d'être un peu rebelle ou de pas trop aimer l'école, là, vous êtes carrément foutu parce que vous n'avez pas assez d'énergie. Et ensuite, vous lancez ça et c'est censé faire le parcours de votre vie. Alors, la France est un pays formidable sur les questions d'éducation. C'est un pays formidable parce que la France reste obsédée par les études des gens. Là, c'est bon? Non? C'est par là? Ah, il y a un angle, il y a un Larsen, c'est ça? J'ai jamais compris ce que c'était. J'adore dire il y a un Larsen, mais j'ai jamais compris ce que c'était. Donc, l'éducation, non, t'as pas l'air d'être très bon conseil, hein. Je suis désolé, t'es pas très fiable. Il faut que j'aille où, là-bas? Donc l'éducation, c'est quelque chose qui est donc cette énergie cinétique est censée faire toute votre vie. Et alors, en France, on a un rapport à l'éducation un peu bizarre. Quand vous avez quelqu'un de 80 ans, célèbre, qui meurt et qui a la chance d'avoir sa nécrologie dans le monde, vous verrez que le premier paragraphe, c'est toujours les études qu'il a faites. Le type, il a 80 ans, il a eu une vie remplie, il a fait des choses suffisamment intéressantes pour qu'on se dise il a le droit d'avoir un article dans un journal national.
Et pourtant, ces années sous alcool vont être mis en avant comme l'élément le plus important de sa vie. Et pourtant, c'est très étrange, parce que l'école nous définit pas à ce point. Et alors, cette idée, en plus, elle a un corollaire, c'est qu'elle repose sur le fait que ce qu'on a appris à l'école, quand on avait 20 ans, quand on a 30, 40, 50, 60 ans, c'est toujours utile. Et c'était sans doute vrai il n'y a pas si longtemps que ça. Mais le monde a changé à cause de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que l'accélération de l'histoire fait que les paradigmes sont de plus en plus fragmentés. Alors laissez-moi faire un petit parenthèse sur qu'est-ce qu'un paradigme. Un paradigme, c'est une représentation sociale qu'on a du monde, et c'est en fait un ensemble d'hypothèses cachées qu'on pense, et on ne se rend pas compte qu'on les pense. Je vais vous donner un exemple tout bête, la mode. Si vous regardez une photo de vous d'il y a 10 ans, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser qui m'a laissé sortir dans la rue comme ça. C'est une remarque tout à fait naturelle. Pourquoi ? Parce que la mode, c'est un paradigme, c'est invisible. Résultat, le paradigme, ça englobe notre façon de voir le monde. Alors, il y a des paradigmes fascinants. Par exemple, moi, le paradigme qui me fascine le plus, c'est celui de l'hygiène. Vous savez, le premier médecin qui a dit qu'il fallait se laver les mains, on l'a foutu en tôle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a un médecin qui est venu voir les autres médecins et qui leur a dit « Les gars, j'ai découvert un truc génial. Figurez-vous que quand on se lave les mains entre la salle d'accouchement et la morgue, ou du moins l'inverse, entre la morgue et la salle d'accouchement, eh ben on bute moins de bébés. » Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres médecins ? N'importe quoi. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont envie d'être conservateurs et incroyablement réactionnaires. Non, c'est parce qu'ils ont investi 10 ans de leur vie dans des études où on leur a appris que c'était pas vrai. Et cet investissement est tellement fort que l'idée qu'ils sont en train de tuer des gens malgré cet investissement est trop dure. Si on vient vous dire au bout de 15 ans de carrière que si vous vous lavez les mains, vous tuez moins de gens, ben ça veut dire que ça fait 15 ans que vous butez des gens. C'est une idée complètement absurde. Vous ne pouvez pas admettre cette idée-là. Elle est trop dure à processer. Et ça sert à ça, les paradigmes. Les paradigmes, ça nous sert à nous donner des représentations du monde où les choses nous paraissent normales et on passe pas notre temps à remettre les choses en cause. Parenthèse fermée, revenons à notre histoire d'éducation. Qu'est-ce qui se passe dans un monde où on vit de plus en plus vieux, où on est actif de plus en plus longtemps et où les paradigmes sont de plus en plus courts? Ce qui était vrai il y a 5 ans ne l'est pas. Vous imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre en école de médecine en 2017 a aucune chance d'apprendre quoi que ce soit qui sera vrai en 2027. Aucune. La médecine double de taille et de connaissances tous les ans depuis 5 ans. Vous voulez un chiffre qui va vous faire réfléchir ? Votre probabilité de survivre à un cancer est un facteur de 1 à 5000 en fonction du cancérologue qui vous soigne. Il n'y a jamais eu dans l'histoire autant d'écart entre deux cancérologues sur la simple date à laquelle ils ont fait leurs études. Et en plus, la société n'est même pas capable de réellement mesurer ça par le prestige. Vous savez qu'avant, c'était très simple la médecine. Il suffisait d'être riche pour être bien soigné. Ben maintenant, ça marche plus. Parce que maintenant, quand vous êtes riche, vous êtes soigné par des gens qui ont fait des études il y a longtemps. Parce que c'est les gens les plus prestigieux. Donc votre probabilité de survie n'est plus aussi élevée que les gens pauvres. C'est un scandale. Donc, l'éducation pose un problème extrêmement important à nos sociétés, c'est que comme l'économie est en train de se transformer, les gens qui sont actifs dans cette transformation sont des gens qui sont capables d'apprendre ce qu'il faut apprendre au moment où ils ont besoin de l'apprendre. Et la fracture sociale de notre génération, elle n'est pas entre les gens qui ont eu la chance d'avoir une éducation et les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation. Il existe maintenant une fracture dans la fracture. Parmi les gens qui ont une éducation, il existe une fracture entre ceux qui sont capables d'apprendre à apprendre et ceux qui n'ont pas compris que ce qu'ils ont appris à l'école n'avait plus beaucoup de valeur sur le long terme. Et ça, c'est la deuxième force qui sous-tend la scalabilité. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe plus aucune industrie qui est à l'abri de la conquête d'un amateur. Il est aujourd'hui possible d'apprendre n'importe quelle industrie et de devenir expert en très peu de temps. Alors, il y a un livre fascinant sur le sujet que j'aime pas beaucoup, mais il a le mérite d'avoir été écrit, qui s'appelle 10,000 Hours, 10 000 heures, et qui explique
Que pour devenir expert à un sujet, c'est très simple, il suffit de passer 10 000 heures à faire quelque chose. Alors 10 000 heures, c'est pas grand-chose. Hein. C'est seulement 8 heures par jour pendant 5 ans. Hein. 8 heures par jour pendant 5 ans et vous êtes un expert mondial sur n'importe quel sujet. À l'échelle d'une vie active de 45 ou 50 ans, ça veut dire que dans votre vie, vous pouvez le faire 5 ou 6 fois. Et 5 ou 6 fois, vous pouvez vous réinventer de zéro et redevenir un expert mondial sur un nouveau sujet. Alors, je vous dis que j'aime pas beaucoup le livre parce que c'est un livre à l'américaine. Vous lisez l'article et ça suffit. Parce qu'en fait, il y a 10 chapitres qui répètent le chapitre 1. Les Américains ont la spécialité de ça. Mais au-delà du marketing, l'idée est hyper intéressante parce que la différence entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, cette information est accessible. Pourquoi il est possible de faire scaler des industries? Tout simplement parce qu'il est possible de réécrire de zéro la façon dont on fait une industrie. Je vais vous donner un exemple qui est mon exemple préféré dans The Family, qui est un exemple d'agriculture. On a une boîte qui s'appelle Agricool. Qui connaît Agricool ici? On va voir. Putain, il y a beaucoup de fans, dis donc. Donc je radote, hein, je ne parle que de cette boîte, je sais. J'ai même reçu un message récemment qui me dit mais il faut arrêter de parler d'Agricool. Donc c'est mal barré, hein, je vais en parler pendant 10 ans d'Agricool vu comme c'est parti. Mais Agricool, c'est une boîte fascinante parce qu'elle est en train de faire scaler la fonction de maraîcher. Comment on fait scaler, comment on rend scalable le fait de produire des légumes? S'il y a un truc qui est linéaire par définition, c'est le fait de produire des fruits et des légumes. Vous avez un bout de terrain, et donc le nombre de légumes que vous pouvez produire est limité à ce terrain-là. Alors c'est ça l'astuce dans la scalabilité. L'astuce dans la scalabilité, c'est qu'une entreprise peut être scalable en accumulant du travail qui, lui, ne l'est pas. Le fait de cultiver n'est pas scalable. La seule chose qu'on peut faire, c'est le rendre plus productif. Alors comment Agricool fait ça? Ils prennent des conteneurs de transport, vous savez, les conteneurs qu'on voit sur les bateaux. Ils mettent des petits robots dedans. Alors des petits robots qui ont plusieurs fonctions. Ils ont des petits yeux qui regardent les fraises LED par LED, fraise par fraise, qui sont capables de déterminer la spectrométrie, de donner à chaque fraise l'énergie exacte dont elle a besoin. Ils sont capables de faire de ce qu'on appelle de l'aéroponie, c'est-à-dire d'ensemer les plantations par pulvérisation. Et tout ça arrive dans un environnement qui est contrôlé, où l'air est filtré, où on utilise 90% d'eau de moins que l'agriculture traditionnelle, où 100% de l'énergie est renouvelable, où c'est les meilleures fraises que vous avez jamais goûtées pour une raison toute bête, c'est que c'est des fraises qui sont optimisées pour le goût et pas optimisées pour le transport, parce qu'on pourrait imaginer qu'on les produit à 200 mètres d'ici. Donc c'est facile de produire quelque chose de bon, puisqu'on cherche à produire quelque chose de bon et non pas quelque chose de transportable. Et où est le business model d'Agricool? Le business model d'Agricool, c'est tout simplement que chacun de ces conteneurs pourra être exploité par un entrepreneur qui produit, vend, distribue localement. C'est-à-dire qu'une communauté d'entrepreneurs peut porter l'ensemble des fonctions non scalables, mais le siège d'Agricool, lui, n'est qu'un rendement sur la R&D. Vous avez un coût fixe qui est énorme, qui est le fait de dépenser suffisamment d'argent pour créer la R&D nécessaire pour avoir des conteneurs fiables. Mais à partir du moment où vous avez créé cette R&D, vous n'avez plus que du retour sur investissement puisque chacun des conteneurs produit des fruits et légumes. Il n'est pas impossible d'imaginer que dans 10 ans, Agricool soit une boîte qui produit des fruits et légumes dans tous les pays du monde, bio, sans pesticides, sans perturbateurs endocriniens et qui lance le Netflix du fruit et légumes. Imaginez pour 19 € par mois, fruits et légumes illimités pour les 10 fruits et légumes les plus consommés. Vous voyez bien que d'un seul coup, l'ensemble de la chaîne de valeur maraîchère est remise à zéro. Elle est remise à plat par cette ambition-là. Et ce qui est fascinant, c'est que la scalabilité, ça ne veut pas forcément simplement dire qu'on détruit des emplois. Parce que si vous pensez au cas Agricool, ça détruit des emplois de maraîchers, qui sont souvent des emplois durs, compliqués, et ça les remplace par celles de cultivateurs. Au-delà du fait que cultivateur, c'est plus cool, il y a quand même le point que c'est des entrepreneurs qui ont des rendements croissants, qui ont des rendements économiques beaucoup plus importants que n'importe quel maraîcher et qui ont un taux de fiabilité et un taux de risque proche de zéro. Un taux de fiabilité proche de 100% et un taux de risque proche de zéro. Parce que si vous avez vos fruits et légumes qui gèlent, vous avez l'ensemble de votre chaîne de valeur économique qui est remis en cause, alors que si vous êtes dans un conteneur en environnement contrôlé, vous n'avez pas le risque climatologique, vous n'avez pas le risque de production, vous n'avez pas le risque de goût. Vous avez une marque unifiée qui est protégée tout en ayant la capacité de créer un outil de travail qui produit du rendement. Et ça, si c'est possible dans l'agriculture, c'est possible
dans toutes les industries. Et la troisième market force qui prend la scalabilité de front, c'est tout simplement que si il est possible d'apprendre tout ce qu'on a à apprendre, alors il est possible de créer tout ce qu'on a envie de créer. Et ça, c'est le point le plus important, c'est que je crois plus que jamais que chacun de vous dans cette pièce, vous avez une responsabilité de définir le programme d'enseignement que vous voulez acquérir au même titre que le sport. Alors, on est au tout début du phénomène. Je suis sûr que quelqu'un un jour va créer le Club Med de l'éducation. C'est évident. Il y a un mec qui va finir par trouver tous les gens qui n'ont rien envie d'apprendre et trouver un moyen marrant et amusant en groupe avec des ballons de leur apprendre des choses. Et avec de la musique. Mais en attendant ça, vous avez tous une responsabilité qui est de commencer à prendre ce cycle. La scalabilité est un choix au sein d'une startup que n'importe qui peut faire, qui est un choix d'ambition, mais qui permet de se positionner dans une lutte et dans un combat économique qui est celui de la transformation de nos économies. Et alors, tout à l'heure, je disais, les transformations économiques arrivent toujours avec des transformations sociologiques. Évidemment, ça pose des questions politiques profondes, ça pose des questions de transformation profonde, mais forcément, la transition va être compliquée. Mais il y a un moment, il faut pouvoir prendre ce genre de transformation pour pouvoir construire quelque chose de mieux. Je vous ai perdu? D'accord. Alors, qui ici est entrepreneur? D'accord. Alors les autres, qui ici est investisseur? Ah oui, quand même. On les a laissés rentrer. Qui ici est designer? Ingénieur? Ok. Qui ici a fait des humanités? Ok, bon, 2. J'aime beaucoup comment les gens qui ont fait des humanités ne lèvent pas la main. C'est genre, moi, désolé, je m'excuse. Non, vous devriez en être très fiers. Bientôt, il y aura plus que du travail pour les poètes. Hein. Je veux dire, quand on aura remplacé toutes les fonctions par des machines, il restera bien que la poésie. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes du bon côté. Alors, pourquoi je vous pose toutes ces questions? Parce que je pense que ce qui serait intéressant maintenant de faire ensemble, c'est que vous me posiez des questions et qu'on explore ensemble les questions que vous avez sur vos boîtes avant qu'on commence la séance de pitch. Ça te va? Ok, super. Essayons de rendre ça interactif. Alors, avant de commencer, maintenant j'ai pris l'habitude de préparer les gens en France aux questions-réponses avec un certain nombre de conseils et d'observations. Alors, en France, on déteste poser des questions. C'est un traumatisme d'école. Les gens qui posaient les questions à l'école étaient toujours les pires. Hein, c'est en général le type le plus insupportable de la classe que vous avez envie de baffer qui pose des questions. Donc, on est entre nous, on est en famille, hein, on n'est pas beaucoup. Donc, ne laissons pas monopoliser la salle par cette personne. Vous savez, les monopoles de questions arrivent très vite. C'est comme dans la scalabilité, les monopoles apparaissent très vite. La deuxième chose, c'est qu'une question, c'est quelque chose de court, direct, et vous cherchez une info. Donc, si vous me trouvez formidable, c'est super, mais les autres s'en fichent. Je vous le dis parce que des fois, les gens prennent le micro pour des remarques. Essayons vraiment de faire des questions-réponses directes. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit, vous n'hésitez pas. Moi, j'adore les gens qui sont pas d'accord. Ça vaut risque et péril. mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors, qui se lance? Tiens, tu veux pas te lancer pour montrer l'exemple? Quelle question tu rêves de poser? Est-ce qu'on peut lancer des startups à Tours? Non. Est-ce qu'on peut lancer des startups à Tours? Non. Je vais vous le dire, c'est très simple. Vous voulez lancer une startup de scalable? Je suis désolé, mon vieux. Mais on ne peut pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que les villes incluent une ambiance. Quand vous êtes à Tours, vous ne pouvez pas être autrement que dans l'ambiance de Tours. C'est comme ça. Déjà qu'à Paris, c'est compliqué de concentrer les entrepreneurs sur autre chose que leur lifestyle. Alors à Tours, c'est foutu d'avance. Il y a un phénomène de densité dans les startups. Pourquoi toutes les startups sont créées dans très peu de villes? C'est tout simplement parce que quand vous voulez créer une startup, vous avez besoin d'une densité énorme en termes de capital, connaissances, friction, etc. Alors, quels sont les arguments habituels que les gens qui lancent des startups en province ont? Premier argument, c'est que ça coûte moins cher. La raison, les gars, pour laquelle ça coûte moins cher, c'est parce qu'il y a moins de gens qui le veulent. Je veux dire, les types à San Francisco qui payent 5 000 $ par mois pour un studio de 20 mètres carrés, ça les empêche pas de créer Google. Il n'y a pas un mec qui s'est dit « Ah, je vais pas créer Google parce que ça coûte cher le loyer. » Non, la raison pour laquelle le loyer coûte cher, c'est parce que tous les mecs qui créent ce genre de boîte sont là-bas.
Donc, c'est pas la peine de se voiler la face, c'est pas la peine de se raconter que Tours va devenir un grand écosystème de start-up ou que n'importe quelle ville de province va devenir un grand écosystème de start-up. La France est un pays jacobin, on a une histoire centralisante, tout ce qu'il y a en dehors de Paris n'existe pas. C'est pas la peine de se faire des films. Maintenant, est-ce qu'on peut créer des start-up n'importe où? Oui. Mais la question dans ce cas-là, c'est pas d'être à Tours, c'est de faire semblant de pas y être. Il y a une grande différence entre l'endroit où on vit et l'endroit où on travaille. Paris, c'est à 1 heure. Le problème, c'est dans votre tête. C'est pas le fait de vivre à Tours. Par exemple, je pourrais vous citer des nombreux entrepreneurs qui ne vivent pas dans la ville où tout le monde pense où ils sont. Par exemple, le fondateur de Slack. Qui utilise Slack ici? Ok. Alors, le fondateur de Slack ne vit pas à San Francisco, il vit à Vancouver. Parce qu'il supporte pas San Francisco, de toute façon c'est moche, il y a rien à faire après 21 heures et puis il n'y a pas de vrais gens. Donc il s'est installé à Vancouver. Mais où est son entreprise? Elle est à San Francisco. Parce que si vous voulez faire une entreprise comme Slack, vous vous installez à San Francisco. La première chose que nous on fait avec chaque startup qui rentre à The Family, c'est de faire une analyse pragmatique d'incorporation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on regarde une carte du monde et on se dit quelle est la ville la plus crédible pour ta boîte. Si vous faites Agricool, la ville la plus crédible, c'est Paris. Si vous allez voir un Américain et que vous lui dites vous produisez des fraises, il vous prend au sérieux. Si vous allez voir un Américain et que vous lui dites que vous faites une boîte d'intelligence artificielle, il vous prend pas au sérieux. Pourquoi? Parce que l'image qu'on a de la France, c'est l'image d'un pays qui est fort en food, en lifestyle, en luxe. Mais quand vous allez voir un investisseur américain et que vous lui dites je suis un entrepreneur français, vous pouvez lui dire que vous êtes un entrepreneur du Zimbabwe, ce sera la même chose. Je veux dire, pour lui, Zimbabwe, France, d'abord sur une carte, il sait pas trop où c'est. Il sait juste que c'est en dehors de la vallée. Et donc, vraiment, son espèce de compréhension. Alors, il y a 2 choix. Soit vous le prenez du côté dur en mode I'm a French and I'm very proud of it. Donc, vous pouvez le prendre de ce côté-là. Soit vous le prenez du côté pragmatique. C'est-à-dire que vous vous en fichez et vous comprenez que le seul but du jeu, c'est de faire ce qu'il faut faire pour gagner. Il y a 2 attitudes dans l'entrepreneuriat. Il y a les gens qui veulent avoir raison et il y a les gens qui veulent gagner. Choisissez votre camp. On peut pas avoir les 2. Et tous les gens qui m'expliquent à longueur de journée que c'est possible de créer des écosystèmes en dehors des grandes capitales, ils essaient pas de gagner, ils essaient d'avoir raison. Ils essaient de prouver l'impossible. Il n'y a pas de temps dans une compétition mondiale hyper dure dans laquelle la créativité est intense pour passer son temps à prouver qu'on a raison. Donc, si vous êtes fier de votre région, que vous êtes heureux de vivre ici, que vous adorez la qualité de vie, ça n'empêche pas d'être ambitieux. C'est juste qu'il faut apprendre à décorréler l'endroit d'où on vit de l'endroit où on travaille. Par exemple, avec ma femme, là, on est en train de regarder des appartements à Rome. Vous pensez que je dirais à qui que ce soit qu'on s'installe à Rome? Absolument pas. Mais les gens, par exemple, je suis installé à Londres depuis le début de The Family. Personne ne le sait. Je suis jamais rentré littéralement à Paris. On a toujours été à Londres. Pourtant, ça m'empêche pas de prendre l'Eurostar. Alors forcément, effectivement, ça a des contraintes logistiques. Il faut apprendre à prendre l'avion, l'Eurostar. L'Eurostar de 5h40 le matin pour être avant 9h à Paris, je vous dis, c'est l'ambiance. Hein. Les gens qui sont dedans, en général, ils sont hardcore, quoi. Mais il faut aussi payer le prix de la qualité de vie qu'on a envie d'avoir. C'est comme ça. Et si vous avez envie de faire une start-up dans l'Internet, eh ben, il faut passer une grande majorité de votre temps dans la Silicon Valley. Si vous voulez faire une start-up dans les médias, il faut passer une grande partie de votre temps à New York. Si vous voulez faire une start-up dans la pub, il faut passer une grande partie de votre temps à Londres. Ça ne veut pas dire qu'il faut exclusivement passer votre temps à Londres. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'aller vivre à Londres, mais il faut prendre cette réalité de face et arrêter de faire semblant. C'est comme ça. Vos clients, ils s'en foutent que vous n'ayez pas d'argent, pas de moyens et pas de trucs. Souvent, j'ai des gens qui me disent, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné souvent quand je vais dans des villes de province, on me dit oui, mais alors ici, on n'a pas de financement. Mais sans blague, mais pourquoi il y en aurait? Je veux dire, vous êtes investisseur. Vous êtes investisseur. Vous avez le choix de vous mettre à un endroit où il y a tous les dossiers ou à un endroit où il y en a que quelques-uns. Pourquoi vous irez à l'endroit où il y en a que quelques-uns? Je veux dire, moi, je m'inquiéterais. Vous tomberiez sur je sais pas, un type lancerait un fonds de VC au fin fond de la Dordogne. Comme ça, je vexe personne ici. Vous pensez quoi de lui? Mais le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Ça n'a aucun sens. Et donc, il faut être dur vis-à-vis de vous-même, il faut être dur vis-à-vis de votre situation, et il faut simplement être pragmatique.
Il y a pas, il y a ni histoire d'ego, ni histoire de ça. Vous savez, la meilleure leçon que j'ai prise à ce sujet-là, c'est quand je vivais aux États-Unis, c'était de fréquenter les blacks des grandes universités. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui est complètement fracassé sur ces sujets-là. Parce que si vous êtes black et que vous allez à l'université, vous n'avez pas d'autre choix qu'être le meilleur. Je veux dire, regardez la comparaison Barack Obama-Donald Trump. Barack Obama, il a fait Harvard, il a écrit un livre, il a écrit des best-sellers, il a fait du social community work, il a une femme extraordinaire. De toute évidence, il ne l'a jamais trompée simplement par peur que ça se sache. je veux dire, il a tout fait parfaitement, même les enfants, il les a génétiquement modifiés pour être cute, quoi. Et il a été élu président des États-Unis. Et chaque micro-erreur, tout le monde lui est tombé dessus. Parce que le niveau de standard pour être un président black, il est 10 fois plus élevé. Les gens, ils votent pour Trump, ils vous disent « Ouais, je sais, il est nul, mais il sait like it is. » Non mais what the fuck? Je veux dire, personne ne met Trump au même niveau d'accountability qu'on mettrait Barack Obama. Et vous avez deux choix. Si vous êtes black aux États-Unis, vous avez deux choix. Vous avez le choix numéro 1. Vous dites c'est triste, c'est injuste, c'est pas normal. Sans doute. Et vous auriez raison, mais vous n'allez pas gagner. Soit vous faites ce que tous mes copains ont fait, vous rentrez à Stanford, vous faites des efforts invraisemblables, vous êtes 10 fois meilleur que tout le monde et vous avez juste ce que les autres ont en étant 10 fois meilleur. Parce que vous avez juste pas le choix et que vous n'allez pas passer votre vie à vivre une vie de remords sous prétexte que la vie est injuste. Et donc, la compétition économique est injuste. C'est comme ça. La province, vous partez avec moins 1000. Bon, c'est pas grave. Vous faites semblant de ne pas y être. Vous prenez les meilleurs de ce que vous avez à y prendre et vous gagnez quand même. Question. Ouais. Alors, dans une boîte... Alors, le conseil, c'est un cas très intéressant, puisque le conseil, c'est l'activité par définition qui n'est pas scalable. Puisque pour rendre un conseil, il faut un consultant, et que la supply de consultants limite le nombre de conseils qu'on peut donner. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai entendu d'un cabinet de conseil. Alors, quel conseil dans le B2B? Pour faire du scalable dans le B2B, il faut faire du produit. Alors, la différence entre un service et un produit, c'est qu'un service, on reprend toujours à zéro avec son client. Un produit, le client est capable de faire du travail à notre place. Pourquoi Ikea scale un petit peu? Parce que c'est les gens qui montent les meubles eux-mêmes. Vous savez, c'est l'arnaque Ikea. Vous pensez que ça va être sympa parce que ça a des noms en suédois, ça s'appelle Strömbeldusch. Et Strömbeldusch, en fait, c'est une cause de divorce. Mais vous le découvrez après l'avoir acheté le meuble. Et puis comme vous êtes un peu maso, vous recommencez. C'est le sujet Ikea. Mais c'est pour ça qu'Ikea scale. Dans ce sens-là, si vous faites une boîte B2B, l'obsession numéro 1 dès le début, c'est d'essayer de créer un produit qui soit suffisamment bien pour que les clients puissent l'utiliser sans vous. Or, la tentation dans le B2B, c'est le service. Et c'est une tentation de court terme qui a un impact hyper négatif à long terme. La façon dont vous pouvez voir ça, ça s'appelle le test du marshmallow. Qui connaît le test du marshmallow? Alors, le test du marshmallow, c'est un truc que je suis sûr, gamin, j'aurais raté. C'est vous mettez un marshmallow sur la table et vous dites au gamin, tu as deux choix. Soit tu manges le marshmallow tout de suite et t'en as qu'un, soit tu attends mon retour et t'en as deux. Et les gamins qui sont capables de décaler leur gratification ont deux marshmallows. Et en fait, les gamins qui sont capables de faire ça sont très rares. Et le B2B, c'est la même tentation. Il y a un marshmallow qui est sur la table qui est de faire du service. Toutes les boîtes B2B ont la tentation d'aller voir un client et de lui facturer du consulting. Et là, c'est kiss of death. Pourquoi? Parce que c'est fini. Vous êtes un consultant et vous avez un client à qui vous devez rendre un service. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de refuser cette opportunité de court terme, donc de souffrir pendant ce court terme pour avoir quelque chose plus tard qui est grandiose, qui est le fait d'avoir un produit qui est utilisé par les clients sans votre intervention. Et ça demande de la discipline et ça demande beaucoup de conception et de produits et de design au moment où vous pensez votre produit. Le B2B, vous savez, le B2B, moi, c'est quelque chose qui me fascine dans le B2B, c'est que dans le B2C, l'avantage que les entrepreneurs ont, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix qu'être scalable. C'est impossible de vendre du conseil en B2C. Vous savez, je sais pas, si vous faites, vous pouvez pas lancer Google en disant aux gens, tu me dis ce que tu cherches et je reviens te voir demain avec les réponses.
C'est pas possible. Vous êtes obligé dès le premier jour de faire quelque chose que les gens utilisent sans vous. Parce que de toute façon, les gens en B2C sont toujours mégalomanes. Donc ils ont toujours cette vision que des millions de gens vont utiliser quelque chose. Donc par nature et par design et par intention, ils produisent quelque chose qui est censé scaler. Alors qu'en B2B, c'est l'inverse. C'est très 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 facile de lancer une boîte B2B en étant esclave pour pas cher. Toutes les entreprises ont envie d'acheter des consultants pas chers, jeunes, sympas, qui ont l'esprit start-up et avec qui ils peuvent leur faire des POC et je sais pas quoi. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous êtes rentré dans ce cycle-là, c'est impossible d'en sortir. Et donc, ça veut dire, nous, l'un des conseils les plus durs qu'on donne aux boîtes B2B, c'est de refuser des opportunités. Les boîtes B2B ne se définissent pas par les opportunités qu'elles prennent, elles se définissent par les opportunités qu'elles refusent. Quand vous êtes entrepreneur, ne pas faire quelque chose vous définit beaucoup plus que faire quelque chose. Et la question, c'est quand vous décidez de faire quelque chose ou pas faire quelque chose, est-ce que vous le décidez sur le court terme ou est-ce que vous le décidez sur le long terme? La scalabilité, c'est forcément quelque chose de long terme. Question? Oui, vas-y, parle fort. Miss Humanité. Du secteur culturel. Ce n'est pas un marché. Voilà. Le secteur culturel, ça n'existe pas. Non, alors, attention. En fait, quand je dis le secteur culturel n'est pas un marché, il existe des marchés qui sont dans le secteur culturel, mais le secteur culturel en soi n'est qu'une illusion. Le secteur culturel est une illusion qui repose sur quelque chose de tout bête, c'est que le gouvernement a donné pendant des années beaucoup d'argent à beaucoup de gens pour que des choses qui économiquement ne devraient pas exister existent. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi les musées, c'est chiant? Non, mais posons les vraies questions. Pourquoi les musées sont les endroits les plus chiants sur Terre? Si, le musée, c'est chiant. Si vous prenez 10 gamins qui visitent un musée, et vous prenez tous ceux qui lisent pas Télérama, et vous leur demandez est-ce que c'est chiant ou pas, et vous dites c'est chiant. Je comprends que vous trouvez pas ça chiant, mais si vous prenez d'un point de vue marché, si les musées étaient sur un marché, elles n'auraient pas de revenus par leurs clients. Aucun musée est self-sustainable par les tickets d'entrée. Pourquoi? Parce que la façon dont les musées pourraient être passionnants, et moi je pense que ce qu'il y a dans les musées pour être passionnant, il faudrait fusionner avec l'industrie de l'entertainment. Mais ça n'a jamais été fait parce que les musées peuvent vivre simplement d'argent public. Et l'argent public a protégé le secteur culturel de la tension de marché. Et donc aujourd'hui, tu arrives dans un secteur qui n'est pas un marché en soi, mais qui contient des sous-marchés. Donc le secteur culturel n'existe pas, mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans la culture à faire? Bien sûr, il y a énormément de choses qui vont scaler dans la culture. La première chose qui a scalé dans la culture, c'est l'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, tiens, prenons un exemple. Qui connaît Coursera ici? Ok. Coursera, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme où vous pouvez suivre les cours des grandes facs. Aujourd'hui, les cours les plus suivis sur Coursera, c'est pas des cours pratiques, c'est les cours d'histoire de l'art, c'est les cours culturels, c'est les cours de philosophie, c'est les cours de littérature. Pourquoi? Parce que Coursera n'avait pas d'autre choix que rendre ses cours accessibles, sympas, parce qu'ils ont une tension de marché énorme. Il n'y a qu'en France où on pense que le fond et la forme sont deux choses complètement séparées. Sous prétexte que le fond est intéressant, il n'y a pas de raison de faire des efforts sur la forme. Mais dans un marché où on n'est pas sauvé par une puissance étatique qui décide ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, et où vous êtes obligé de faire plaisir aux clients, bah vous êtes obligé de faire une culture accessible. Regardez les reportages de la BBC en histoire. Pourquoi c'est les reportages les plus passionnants? Tout simplement parce qu'ils sont vendus comme des films commerciaux. Donc ils ne peuvent pas se permettre de mettre des profs chiants qui parlent. Pourtant, historiquement, c'est les reportages les plus précis. Regardez la série Viking sur History Channel, qui est sans doute la série la plus documentée sur la période viking. Maintenant, tout le monde connaît Ragnar Lodbrok, tout simplement parce que la série est là et connaît tous ses enfants. Et la série est d'une précision incroyable. Quand vous êtes un psychopathe dans mon genre, vous allez lire toutes les pages Wikipédia sur le sujet et vous vous rendez compte qu'en fait, ça a vraiment été écrit par des historiens. Mais ça montre que la forme et le fond peuvent fusionner. L'avenir de l'industrie culturelle, c'est l'entertainment. Les gens veulent des choses intelligentes. Cette idée que les gens veulent des choses abrutissantes est complètement fausse. Les gens veulent des choses intéressantes, ils les veulent simplement dans une forme qui est fascinante. Quand la forme va rencontrer le fond, l'industrie culturelle va scaler. Oui. Sur le? C'est quoi le C2C?
Un mot, bah C2C. Alors, je pense que le C2C, ça n'existe pas. Le C2C, c'est un marketing que des boîtes assez malines utilisent pour pouvoir vendre quelque chose que je vais te prouver en 2 minutes. Regarde. Qui ici a déjà utilisé Airbnb? Levez la main pour louer un appartement. Ok? T'es prêt? Gardez votre main levée. Gardez votre main levée. Qui ici a loué un appartement, son appartement sur Airbnb? Waouh! Le C2C, la magie de la communauté. Donc là, il y a 3 mecs qui ont besoin de payer leur loyer. Voilà. En fait, le C2C, c'est un super argument marketing. D'ailleurs, le problème, c'est que comme les entrepreneurs y croient, ils font n'importe quoi. Après, ils lancent le Airbnb de n'importe quoi. Airbnb, c'est une plateforme de location professionnelle qui est cool. D'accord? Les gens, il y a moins de 1% des utilisateurs Airbnb qui font plus de 99% des locations. Et ces 1%, c'est des pros. Ils ont des femmes de ménage à l'entrée, des femmes de ménage à la sortie. Ils ont des tickets de bus sur la truc. Ils ont une carte avec les bars sympas du quartier. Et l'appart entier, il n'y a aucun humain réel qui vit dedans, à part pour faire semblant d'y vivre pour que ce soit vendu comme un Airbnb. Et c'est ça le secret d'Airbnb. Le secret d'Airbnb, c'est d'avoir fait croire que quelque chose qui n'était pas communautaire ait pris les codes du communautaire. Alors, je vais pas te parler de Blablacar parce que sinon Mazella va me tuer. Je vais pas te parler de tous les autres. Mais en fait, l'avenir de toutes ces boîtes qui commencent entre particuliers est toujours de se professionnaliser. Donc, si vous êtes entrepreneur dans le C2C et que vous voulez créer une boîte de C2C, ne vous mettez pas d'illusions dans la tête. Réfléchissez comment les gens du côté supply peuvent faire de l'argent. Tout le monde croit que ces boîtes-là sont des histoires de demande. Elles ne sont jamais des histoires de demande. Elles sont toujours des histoires d'offres. Pourquoi Airbnb est la meilleure plateforme? Parce qu'ils ont les meilleurs apparts. Si tu as les meilleurs apparts, les clients viennent naturellement. Et la question, c'est comment tu rends cette qualité d'appart constante. Et la seule façon de faire, c'est en transformant des amateurs en pros. Par exemple, nous, on a une boîte chez nous qui s'appelle Menu Next Door, qui est soi-disant une boîte de C2C. Menu Next Door a décollé le jour où ils ont pris des chefs pros. Parce que, en fait, Madame Michu, elle sait pas faire la cuisine pour 80 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un chef pro fasse la cuisine pour 80 personnes chez lui. Parce que, en termes marketing, c'est fort. En termes d'exécution, c'est fiable. Et c'est comme ça parce que tu as besoin de moins d'1% des gens pour créer du contenu pour 99%. Question? Oui. Il faut parler fort. Ou sinon, en fait, je vais te donner mon micro. Est-ce que tu penses que la levée de fonds est une étape obligatoire pour... Ah, merci pour cette question. Alors, merci pour cette question parce que depuis 24 heures, ça fait 3 fois que j'efface un article très méchant que j'ai pas envie de lancer. Mais il s'est passé quelque chose dans les startups, dans le microcosme parisien des startups. C'est qu'il y a 72 heures, un article a été publié. Je suis sûr que vous l'avez tous vu, par une jeune fille qui explique que le monde des startups est complètement à l'ouest avec les levées de fonds, qu'elle a une startup très dure qui s'appelle MyPhoto, je sais pas quoi, MyPhotoshoot ou je sais pas quel truc, qu'elle fait après 5 ans d'activité 2,5 millions de chiffre d'affaires et que personne ne veut lui donner de l'argent, qu'elle est malheureuse et qu'elle n'est pas reconnue à la hauteur parce qu'elle n'arnaque pas les investisseurs. Alors, cet article m'a profondément énervé parce que je n'en peux plus de cette discussion levée de fonds, pas levée de fonds. Alors, mettons les choses au clair là-dessus. Une levée de fonds, ce n'est jamais un entrepreneur qui la décide, c'est toujours un investisseur. J'adore comment les entrepreneurs nous font semblant de croire que c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils lèvent des fonds. Un peu comme s'il suffisait de dire « je lève des fonds » et les fonds arrivent. Alors ça ne marche pas comme ça. Hein. Quand les gens décident de lever des fonds, ils font un deck, ils vont voir des gens, ils les convainquent, ils se prennent des portes, ils se prennent des murs, ils galèrent, ils changent, ils évoluent, ils itèrent jusqu'au moment où ils arrivent à convaincre quelqu'un. Alors, ça c'est la première chose, c'est que la levée de fonds, c'est un peu comme l'heure du repas, c'est pas vous qui décidez. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous dites j'ai faim, de la nourriture arrive. Puis un jour vous grandissez, vous dites j'ai faim et on vous dit c'est pas l'heure de manger. Jour le plus traumatisant de ma vie, hein, je m'en souviens encore. Et ben en fait, quand vous êtes entrepreneur, c'est la même chose. Les entrepreneurs adorent démarrer en disant alors voilà, je fais mon MVP et dans 6 mois, j'irai lever des fonds. Mais pourquoi ? Mais est-ce que tu crois que quelqu'un t'attend dehors avec un panneau octobre 2017, levée de fonds de MyFreshPhoto ? Enfin non, ça marche pas comme ça. Une levée de fonds, c'est un acte de guerre. C'est la guerre de lever des fonds.
Donc, la première chose que j'avais envie d'écrire, c'est chiche, va lever des fonds qu'on rigole avec ton business à 2,5 millions au bout de 5 ans. Aucun investisseur sérieux va investir là-dedans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout le monde présente ces histoires de levée de fonds comme le choix numéro 1, c'est de faire du chiffre d'affaires. Le choix numéro 2, c'est de lever des fonds. Mais les gars, c'est pas fromage ou dessert. Vous pouvez prendre les deux. Je veux dire, vous croyez que sous prétexte que vous levez des fonds, vous ne devez pas faire de chiffre d'affaires? Mais elle sort d'où cette blague? C'est-à-dire qu'en France, on a tellement de gens qui investissent dans les startups qui sont des abrutis ou qui sont des gens qui n'ont rien à foutre dans le monde startup, notamment l'argent public, que les gens se sont habitués à prendre de l'argent simplement sur aucun résultat. Résultat, les gens, ils vont faire des dossiers BPI, ils lèvent de l'argent avec des fonds régionaux pour créer des emplois, et comme le seul critère d'efficacité, c'est combien d'emplois ils ont créés, ils peuvent se permettre de passer 3 ans sans gagner d'argent, et au bout de 3 ans, ils viennent et disent « Ah, gna gna gna, c'est dur de faire une boîte, en fait, on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne sait pas comment faire. » Mais c'est insupportable. Je veux dire, il y a un moment, il va falloir arrêter ces conneries. Donc, la question lever des fonds ou développer sa boîte, ça ne marche pas comme ça. La clé, c'est de développer sa boîte. Qui sont les gens qui lèvent dans les meilleures conditions? Ce sont les gens qui n'ont pas besoin de lever. C'est un vrai secret de riche, ça. Moins vous avez besoin d'argent, plus on vous en donne. C'est comme ça qu'on s'enrichit dans la vie. Hein. Et l'histoire qu'il faudrait donner de l'argent aux gens qui en ont besoin, mais no way. Ça marche pas comme ça. C'est pas une charité. C'est une sélection économique du rendement. Les gens qui donnent de l'argent, c'est pour gagner plus d'argent. Ils le font pas parce qu'ils sont ahuris. Et résultat, se pose la grande question des pertes. Vous savez, on entend tout dans la presse, les journalistes adorent dire Uber n'est pas profitable, ils perdent des milliards. Comment les investisseurs continuent à mettre de l'argent? Alors, l'hypothèse cachée dans ce raisonnement, c'est que le journaliste qui écrit l'article serait plus intelligent que les 219 investisseurs qui ont mis de l'argent dans Uber. D'ailleurs, les 219 fonds d'investissement qui ont mis de l'argent dans Uber, quand ils lisent ces articles, ils se disent « Eh merde, on aurait dû l'embaucher ce mec-là. Il a l'air trop fort. » Mais ça va pas. Les mecs, ils ont une raison de faire ça. La raison, c'est qu'ils pensent qu'un jour, cet argent qui est investi va finir par produire du rendement. Et alors, est-ce qu'ils peuvent avoir tort? Bien sûr, ils n'ont pas de boule de cristal. Personne n'imaginait que Travis allait amener dans un bar de prostituées à Séoul ses cadres supérieurs et se faire virer à cause de ça. Je veux dire, il n'y a pas un business plan dans lequel, en case 25, il y a marqué prostituées à Séoul. Et en première page du New York Times. Donc évidemment qu'il y a des risques exogènes, évidemment qu'il y a des choses qui font que les startups peuvent se faire tuer. Évidemment que les startups sont faillibles, évidemment que les startups peuvent faire faillite, mais elles font pas faillite parce qu'elles font des pertes. Elles font faillite parce qu'elles n'arrivent pas à sortir des pertes. Mais faire des pertes, c'est une étape nécessaire dans le chemin. Ce serait complètement abruti d'être profitable dès le premier jour sous prétexte qu'on veut gagner petit. Si on veut gagner très grand, il faut savoir prendre des risques stratégiques. Et c'est là où ça devient un jeu d'intelligence. C'est que ces risques stratégiques, des fois on a raison et on a gagné, et des fois on a tort, et même très souvent on a tort, et on se prend le mur. Mais on sait d'avance, on sait pas d'avance. Et le dernier point sur ces histoires de levée de fonds, c'est que lever des fonds, c'est pas un acte homogène. Il y a levée de fonds et levée de fonds. Vous savez, c'est comme dans le sketch des Inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Et ben dans les levées de fonds, il y a les bonnes et les mauvaises levées. Mais les investisseurs ne sont pas nés égaux. Tous les gens présentent les levées de fonds comme si l'important c'était de lever 1 million. Mais la question c'est auprès de qui vous avez levé 1 million? Je veux dire, 1 million auprès d'un fonds qui depuis 20 ans a des rendements exceptionnels, c'est ce qu'il fait, n'a pas la même valeur qu'1 million auprès de votre tante. Si vous avez la chance d'avoir une tante aussi riche. Et résultat, comme tout ça est pris dans la presse, dans une sorte de méli-mélo, charabia, anti-startup, ananani, c'est des gens pas sérieux, ils savent pas ce qu'ils font, que ça met tous ces gens-là à égalité et ça rend les gens complètement psychopathes parce qu'ils se posent des questions qu'ils ne devraient pas se poser, du genre, est-ce que je dois lever des fonds ou est-ce que je dois faire une boîte? Alors voilà, le point, il est pas là. Le point, il est que vous devez faire ce qu'il faut faire pour gagner. Des fois, ça implique de lever des fonds. Des fois, ça implique de pas lever des fonds. En tout cas, ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui réussit pas, c'est pas le fait de lever des fonds ou pas. C'est le fait d'être malin ou pas malin. C'est le fait d'avoir raison ou pas raison. C'est le fait d'être intelligent ou pas intelligent. C'est ça qui fait la différence. Et des fois, ça passe par la levée de fonds. Des fois, ça passe pas. Et ça, c'est là où les entrepreneurs méritent leurs actions dans une boîte. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de « Ah, lever des fonds, c'est bien » ou « Lever des fonds, c'est mal » ou « Faire de l'argent, c'est bien » ou « Pas faire de l'argent, c'est mal ». Et en plus, méfiez-vous des Américains, parce que les Américains, c'est quand même une grande blague là-dessus.
c'est que les Américains adorent expliquer qu'ils font pas de revenus. Par exemple, Facebook est un grand case de ça. Parce que moi, à chaque fois que je dis à nos entreprises, écoute, là, t'es même pas un demi-kebab, ça fait vraiment peur. Ils vous disent, ouais, mais Facebook, ils ont passé 8 ans sans gagner d'argent. Alors, juste pour la petite histoire, hein, Facebook, la première année, ils ont sorti 1,5 million de chiffre d'affaires. La deuxième année, ils ont sorti 5 millions de chiffre d'affaires. La troisième année, ils ont sorti 20 millions de chiffre d'affaires. D'accord? 1,5 million. Quelle est la différence entre Facebook et un entrepreneur en France? C'est qu'un entrepreneur en France qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires la première année, eh ben, il se sent plus. Je veux dire, ça y est, c'est fini. C'est Mark Zuckerberg. Je veux dire, le type, ça y est, il est célèbre dans le 8e arrondissement de Paris. Pourquoi continuer à travailler? Pourquoi? Vous vous rendez compte? 1,5. Et en fait, la différence, c'est que quand Zuckerberg, il fait 1,5, il va dans la presse et il dit « We don't have any revenue ». Parce que lui, il pense que des revenus, c'est de gagner 1 milliard. Donc effectivement, 1,5, il vous dit « Ouais, bon, c'est un peu la honte. Ouais, bon, on a fait 1,5 pour payer les serveurs. Bon, c'est pas important, quoi. » Vous voyez, et le problème, c'est que ça va dans TechCrunch. Et ensuite, c'est lu par des entrepreneurs et ils lisent quoi? Ils lisent « Il n'y a pas de revenus ». Ils le croient au sens formel. Mais personne n'aurait mis d'argent dans Facebook si Facebook n'avait pas de business model. C'est quand même une grande blague, ce truc. Je veux dire, une boîte, c'est une institution sociale qui gagne de l'argent, c'est rien d'autre. Donc si vous n'avez pas un plan fiable pour gagner de l'argent rapidement, vous n'êtes pas une boîte, vous êtes une charity. Enfin, faites une assoce dans ce cas-là, ça ira mieux. Les gens comprendront mieux. Et alors en France, on a des trucs incroyables. Par exemple, en France, la BPI, où je suis sûr beaucoup d'entre vous iront chercher de l'argent, qu'est-ce qui se passe? La BPI, ils vous disent « Ah, bah pour avoir de l'argent, il faut faire un prototype. » Mais c'est terrible. Parce que résultat, les gens, ils croient que c'est un jeu de dossier. Je fais un dossier, je présente le dossier, je fais comme à l'école, je mets des beaux interlignages et des bonnes notes et on me donne de l'argent. Mais c'est magique comme truc. Quand j'étais à l'école, j'avais des bonnes notes, maintenant j'ai du pognon. Et pourquoi vous croyez que tous les mecs qui ont de l'argent BPI ont la même gueule? Parce qu'ils ressemblent au type qui était à l'école, bon, c'est tout. Et donc il y a une continuité. Et cette continuité, elle sort les entrepreneurs de ce qui est important. C'est que ce qui est important, c'est de créer un business viable. Et ça, c'est pas une blague. Ça, c'est dur. Ça demande du risque. Ça demande de l'énergie. Ça demande de se tromper. Ça demande d'être ridicule. Parce que forcément, quand on prend des risques, eh ben, on prend le risque d'être à côté de la plaque et de se tromper. Par exemple, nous, on a une boîte qui s'est plantée magistralement, qui s'appelle Save. Vous avez peut-être tous entendu parler de Save. Quand Save se plantait, c'était une période fascinante pour nous. Parce que les gens, ils venaient nous voir un peu en mode, alors, on a une faillite. C'est genre, ça fait pas juste 4 ans qu'on dit à tout le monde que les startups se plantent. Et à ce moment-là, j'ai compris un truc. C'est qu'en fait, quand on dit aux gens que les startups c'est risqué et que les startups ça se plante, les gens croient que les startups qui ne marchent pas se plantent. Non. Quand on dit que les startups c'est risqué, ce qu'on veut dire, c'est que des startups qui marchent se plantent. 90% des startups qui marchent se plantent. Si on prend en plus le stock des startups qui ne marchent pas, on a un taux de plantage de 99,999. Parce que la norme, c'est de se planter. C'est le fait de réussir qui est exceptionnel. Alors, vous avez Save, ils passent de 0 à 24 millions de chiffre d'affaires en 18 mois, mais ils n'ont pas de compta. Donc, ça pose des petits problèmes. Notamment, il y a des gens qui se disent, c'est quand même sympa cette boîte, on peut piquer dans la caisse, on peut prendre de l'argent à la maison. Et puis, vous avez des fondateurs qui, en toute honnêteté, mettent 9 mois à s'en rendre compte. Sauf que quand vous faites 24 millions de CA en 18 mois, 9 mois, ça coûte votre boîte. Et vous êtes mis en redressement judiciaire. Et les gens viennent vous voir en disant, oui, alors en fait, c'est parce que vous avez cru trop vite. Mais non, c'est pas parce qu'on a cru trop vite, c'est parce qu'on a été mauvais. Je veux dire, Save, il n'y a pas besoin de se raconter des histoires. La raison pour laquelle Save a été planté, c'est tout simplement parce que les fondateurs ne connaissaient rien au retail et qu'ils n'ont pas appris assez vite et que les gens qui accompagnaient cette boîte, c'est-à-dire The Family et l'ensemble des investisseurs, on n'y connaissait pas grand chose de plus qu'eux et on a vu et on a appris les problèmes en même temps qu'eux. Et donc, quand vous prenez une claque, c'est monumental. Mais les gens qui viennent vous voir en vous disant « Oh, ça aurait pu être évité ». Mais non, on aurait pu ne pas faire la boîte, ça oui. Ça, c'est sûr que si on fait pas de boîte, on se plante pas. Par contre, dire à quelqu'un il fallait croître moins vite, mais c'est complètement con. Il fallait juste croître aussi vite, mais en étant meilleur. Et je peux vous dire, Save, il y en a eu une, il n'y en aura pas deux.
Maintenant, on est des pros dans le retail. Hein. Je peux vous dire que maintenant, chaque fois qu'on a une startup retail dans The Family, je sais exactement ce qu'il faut mettre en place en logistique, je sais exactement qui il faut aller choper, et je sais exactement qui il faut surtout pas embaucher. Ça, je peux vous dire que vous avez un savoir incroyable. Mais forcément, il faut passer par un genre d'expérience, et on en aura d'autres, des claques. Je veux dire, à Agricool, il y a 1 mois, ils avaient plus d'argent sur le compte en banque. Et ils ont failli faire faillite, puis ils ont pas fait faillite. Sur un malentendu. Et donc, c'est ça, la distance entre la réussite et la faillite dans le monde des startups est tellement fine que c'est pas le critère. Vous savez, les gens disent toujours, c'est quoi votre critère de succès? Je déteste cette question. Parce que quand on a réussi, c'est qu'on a stoppé. Quand on a stoppé, c'est-à-dire que c'est fini. Il n'y a pas d'échec ou de succès. Il y a juste du mouvement. Donc, si vous êtes en mouvement, vous n'avez jamais réussi. Est-ce que vendre sa boîte, c'est réussir? Je peux vous donner tous les noms de tous les gens que je connais qui ont vendu leur boîte et qui sont profondément malheureux. Parce qu'ils regrettent leur boîte. Un de mes meilleurs amis, les Mexicains, il a vendu sa boîte pour 58 millions d'euros à Zynga. Quand il avait 21 ans, vous savez ce qu'il a fait de son argent? Il l'a donné à Lehman Brothers. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, Lehman Brothers a fait faillite 3 mois après qu'il ait donné son argent. Et donc il est passé de 58 millions de dollars à 22 ans à 0. Mais vous croyez que c'est un échec, c'est un succès, c'est pas de bol? Dans la catégorie pas de bol, lui, il est le champion. Hein. Ça, c'est sûr que le coup de mettre 100% de son argent dans la seule banque des États-Unis qui a fait faillite en 3 siècles, c'est quand même, ça s'appelle vraiment pas de bol, là. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. En plus, vous imaginez les Mexicains, et il m'a dit, c'est le rêve de ma vie d'aller à Lehman Brothers. Eh ben oui, c'est toujours comme ça. Faut faire attention avec ses rêves. Donc, vraiment, c'est hyper important, ces sujets-là. Il faut comprendre que une start-up ne se définit ni par l'échec, ni par le succès. Elle se définit par le mouvement. Allez, une dernière question, et après, les 2 questions. Et, oui. Il y a une histoire que tu racontais il y a quelques mois, c'était le robot fabricant de hamburgers qui permettait ainsi de gagner de l'espace dans... C'est un très bon exemple de scalabilité, ouais. Et qu'est-ce que ça devient? Les fondateurs se sont déchirés et la boîte va faire faillite. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. Nous, on en finance déjà une nouvelle. Alors, je vous explique. Par exemple, c'est un sujet tout bête de pensée stratégique. La stratégie, c'est ce qui fait la différence entre 2 boîtes dans la même industrie. Si vous êtes capable de penser stratégiquement. Alors, si vous voulez comprendre ce raisonnement, il faut voir un film. En plus, avant, je racontais cette histoire, il n'y avait pas de film. Mais il y a un film que vous pouvez tous voir qui s'appelle The Founder. Le fondateur, qui raconte l'histoire de McDonald's. McDonald's est devenu une grande boîte, non pas parce qu'ils vendent des hamburgers, mais parce qu'ils ont compris qu'ils étaient une boîte d'immobilier. La valeur de McDonald's, c'est que McDonald's achète les terrains et achète les emplacements dans lesquels les McDonald's s'installent. Et ça a 3 vertus. La vertu numéro 1, c'est que vous avez des assets, des actifs. Donc vous pouvez acheter plus de dettes une fois que les lieux sont remboursés pour en ouvrir plus. Donc vous avez un effet d'entraînement. Plus vous possédez de lieux, plus vous pouvez emprunter. Donc plus vous pouvez en posséder, donc plus vous pouvez emprunter, etc. Donc il y a un cycle super positif. La deuxième chose, c'est que ça permet de contrôler les franchisés. Comme les franchisés ont un bail précaire qui est renouvelé tous les ans, si un franchisé ne respecte pas la doctrine McDonald's, les règles de propreté McDonald's, les règles de cuisine McDonald's, vous lui dites juste « le bail est rompu ». Parce que si vous passez un contrat disant « voilà les 10 règles à respecter », vous en avez pour 20 ans de procès pour expliquer devant un juge que la règle du burger n'a pas été respectée. Et dans le film, ça donne des histoires très drôles où McDonald's ne fait que des hamburgers et les types, sous prétexte qu'ils sont locaux, ils font des tacos dans le McDonald's. Le mec, il vient dans McDonald's, il fait « mais tu fous quoi là? C'est quoi ce truc ?»« Oui, mais les gens ici, ils aiment bien les tacos. »« Mais on s'en fout, on est McDonald's, on fait des burgers. »« Oui, moi j'ai envie de faire des tacos. »« Mais t'as un contrat qui t'interdit de faire ça. »« Attaque-moi. » Oui, parce que le mec sait très bien que c'est impossible. Alors que si vous possédez le lieu dans lequel la personne opère, vous dites c'est quoi ce taco? Il dit j'aime bien les tacos. Vous dites au revoir. Et le problème est réglé. Et la 3e vertu de l'immobilier, c'est que l'immobilier de restaurant a une caractéristique, c'est que c'est un immobilier non linéaire. Alors je m'explique. Ce serait plus simple si je pouvais vous faire un dessin. Mais pour vous dessiner ça, le prix par mètre carré, ça c'est le nombre de mètres carrés d'un appartement. D'accord? Il faut que je le fasse dans votre sens. Donc ça, c'est le nombre de mètres carrés d'un appartement. Le prix d'un mètre carré par appartement est décroissant de façon asymptotique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus vous prenez un appartement qui est grand, et plus le prix par mètre carré descend jusqu'à atteindre un espèce de plateau où il se stabilise.
dans l'immobilier de restaurant, le prix par mètre carré est exponentiel. Pourquoi? Parce que plus votre salle est grande, plus le retour sur investissement de votre cuisine est grande. Si vous avez un restaurant qui fait une taille de 100 mètres carrés et que la cuisine prend 40 mètres carrés, vous n'avez que 60 mètres carrés de salle. Or, 40 mètres carrés de cuisine pourrait être capable peut-être de produire de la nourriture pour 200 mètres carrés de salle. Et donc, comme le rendement de la salle dépend du rendement de la cuisine, plus un lieu est grand, plus il est rentable. Donc, les gens qui vendent des espaces de restaurant savent que donc plus un lieu est grand, plus le prix par mètre carré a de la valeur. C'est pour ça que dans l'immobilier de restaurant, c'est l'inverse. Pourquoi cette boîte est intéressante? Parce que cette boîte a compris ça et elle met une cuisine dans 8 mètres carrés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des restaurants à burger qui ont 2/5 de cuisine et 3/5 de salle, elles ont 1/10 de cuisine et 9/10 de salle. Résultat, vous pouvez prendre des espaces que personne ne veut, dont le prix par mètre carré est pas cher parce qu'il n'y a pas d'espace pour une cuisine. Vous voyez une stratégie de scalabilité? C'est prendre un élément non fonctionnel d'un marché et de s'engouffrer dedans en utilisant une techno. Ces gens-là pourraient croire qu'ils sont dans la techno de fabriquer des robots de burgers et d'aller les vendre à McDonald's. Non, ils ont compris qu'eux aussi, ils étaient dans un business immobilier. Bon, après, ils ont gagné tellement d'argent qu'ils se sont tapés l'un sur l'autre, mais quelqu'un d'autre le fera. Allez, il y avait une dernière question juste là, non? Tu parlais tout à l'heure pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même un passage obligé pour intéresser peut-être des tremplins comme toi et des investisseurs. Parce qu'à un moment donné, je pense que, comme tu dis, un investisseur, il faut qu'il voit aussi du concret. Et un proto, c'est au moins aussi faire la preuve d'un concept, de voir si le modèle il est bon, économique, si il y a une clientèle potentielle, et en local. Alors, moi, ce que j'aime pas avec le mot prototype, c'est comme le mot MVP, c'est comme le mot tout ça. C'est que le problème de ces concepts, c'est qu'ils ont été créés pour aider les gens à démarrer et les rassurer. Et on en est arrivé à un point où maintenant, ils sont utilisés par des gens qui n'auraient jamais dû démarrer. Je m'explique. Un proto, c'est pas suffisamment intense pour représenter quoi que ce soit de réel dans une aventure entrepreneuriale. Ce que ton investisseur a besoin, ce que toi tu as besoin, ce que tout le monde a besoin, c'est que tu mettes tellement d'intensité que finalement la phase prototype est accessoire, que ce qui compte, c'est comment tu vas parler au marché, comment tu vas accéder au marché, comment tu vas conquérir le marché et comment tu vas faire pour que tous les jours tu ailles plus vite que la veille. Or, comme les gens maintenant prennent ça comme une checklist, ils prennent leur checklist MVP et disent il faut créer un MVP, donc je crée, hop, un MVP et une fois que j'ai mon MVP, je vais ailleurs. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose sur le MVP. Ça s'appelle Minimal Viable Product et en France, on a retenu minimum. On n'a pas retenu viable. Et encore moins product. Donc, le problème, c'est qu'en fait, le MVP, ça met de face, c'est la première forme d'inégalité entrepreneuriale, c'est est-ce que vous êtes capable de créer un produit ou pas? Et c'est pas la peine de se mentir. 90% des gens ne savent pas faire de produit. Point. C'est la vie, c'est pas grave. D'ailleurs, si vous êtes dans cette situation, arrêtez de vous raconter des histoires et allez travailler pour des gens qui sont capables de le faire. Je veux dire, les aventures entrepreneuriales, les gens ont toujours de très mauvaises raisons de devenir entrepreneur. Souvent, j'aime bien poser la question, pourquoi tu deviens entrepreneur? Et les mauvaises réponses, c'est toujours les mêmes. Réponse numéro 1, c'est pour pas avoir de boss. Alors, si c'est ça, montez une agence, hein, devenez pas entrepreneur. Montez une agence en disant que vous êtes entrepreneur, c'est un bon marketing, mais montez une agence. Pourquoi? Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes sans doute la personne qui a le plus de patrons. Vous avez d'abord vos investisseurs, vous avez vos clients, vous reportez à votre famille, à votre entourage, à votre petit ami, à votre petite amie. Vous avez tout le monde qui vous casse les pieds et qui en plus tout le monde a un avis. Faire une start-up, c'est comme faire un bébé. Tout le monde a un avis sur comment faire. Vous avez déjà remarqué ça avec les gens qui sont jeunes parents? Vous avez des inconnus qui vous abordent en vous expliquant comment faire quand vous êtes jeune parent. C'est fascinant comme phénomène. Je sais pas d'où ça sort. Et faire une start-up, c'est la même chose. Les gens n'y connaissent rien, ils en ont jamais fait, ils savent pas de quoi ils parlent, mais ils vous regardent et disent ouais, faut. Et puis en plus, c'est plein de phrases toutes faites. Par exemple, hier, j'expliquais à un entrepreneur me dit oui, c'est plus facile de descendre un prix que le monter. Ben non, mon vieux, c'est l'inverse. Mais les gens qui t'ont dit ça, ils ont jamais fait de boîte. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'avoir une structure de coût faible et de monter un prix et donc de monter son profit que d'avoir une structure de coût élevée et d'essayer de la descendre. Donc monter un prix, c'est toujours plus simple. Alors là,
Qu'est-ce qu'il faut faire là? Je me suis mis où? C'est le micro en cravate, tu penses? Peut-être l'autre? Allô? Ah, super. Donc, ça, par exemple, tu vois, c'est très contre-intuitif et il faut être entrepreneur pour le vivre. Il faut un jour avoir fait un produit cher et avoir essayé de baisser le prix pour comprendre la cata. Tu vois, et ça vient que avec l'expérience. Donc, le sujet, c'est que tout le monde devrait essayer d'être entrepreneur, non pas pour être entrepreneur, mais pour décider si c'est fait pour lui ou pas. Et maintenant, concernant ton prototype, bien sûr que c'est un passage obligé, mais ça devrait être accessoire comme passage. Les entrepreneurs sont des gens qui mettent beaucoup d'intensité et qui font que des choses impossibles deviennent possibles. C'est ça la caractéristique d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a besoin d'aide extérieure. Les entrepreneurs sont des gens qui ont tellement de ressources internes qui sont capables de faire des choses impossibles et personne ne comprend pourquoi. Je veux dire, Agricool, ils ont construit un conteneur qui fabriquait des fraises en Picardie, dans leur jardin, chez leurs parents, avec 20 000 balles qu'ils ont empruntées à leur grand-père. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui savent même pas comment allumer une bougie, quoi. Oui. Est-ce qu'ils avaient déjà en tête Non. potentiel scale-up? Mais bien sûr que non. C'est toi qui les as. Non, mais non, tout ça se construit dans l'échange, tout ça se construit dans l'expérience. Mais justement, c'est pas une checklist, c'est pas des étapes. Les gens fabriquent des boîtes. Le problème de toutes ces méthodes, c'est que les gens fabriquent des boîtes comme on fabrique des cookies. On leur dit, il faut faire un MVP, ils passent 3 mois à faire un MVP. Après, ils ont dit, ça y est, j'ai un MVP. Maintenant, il me faut un financement. Donc, je vais chercher de l'argent. Ah, ça y est, j'ai un financement. Maintenant, il faut que je le dépense. Ah, comment? Oui, je sais bien, mais arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit. C'est vraiment. Tous ces gens-là, de toute façon, regardez, tous les gens qui donnent ces conseils, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils l'ont jamais fait. C'est un peu comme si vous alliez voir des prépubères parce que vous êtes puceau. Voilà. Vous pouvez pas aller voir quelqu'un de biologiquement inapte pour comprendre comment le faire pour la première fois. Vous essayez au moins de choper votre grand frère qui comprend ce qui se passe et qui l'a déjà fait. C'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui ont une vision théorique de tout ça parce qu'ils ont appris des mots, parce que les concepts maintenant sont disponibles. Et résultat, moi j'en arrive à te dire dans les conférences que je suis contre Lean Startup. Voilà. Maintenant, je dis aux gens, non, Lean Startup, je suis contre. Mais parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce pauvre Eric Rice, il a écrit un bouquin pour essayer d'aider les gens, que les gens ont pris le bouquin à la lettre, ils ont compris la lettre et pas l'esprit, et que maintenant ils font n'importe quoi. Et donc maintenant, il y a tellement d'experts en Lean Startup dans n'importe quel endroit qui pensent maîtriser la méthode et qui sont pas experts à faire des boîtes, qui sont experts à la méthode. Et donc, la méthode devient la chose la plus importante. Résultat, moi, j'en arrive à devoir dire, je suis contre. Pourquoi? Parce que je vais pas passer 15 heures à essayer d'expliquer la lettre de la loi ou l'esprit de la loi, pourquoi on en est arrivé là, l'histoire, etc. Donc, c'est plus simple de dire aux gens, non, n'écoute pas ça, ça ira plus vite. Il n'y a rien dans l'entrepreneuriat qui paye plus que l'expérience et le fait de faire. Vous voulez être entrepreneur, devenez-le. D'ailleurs, tous les gens dans cette salle qui se posent la question « J'aimerais un jour devenir entrepreneur », c'est le test numéro 1 raté. Entrepreneur, on l'est, on ne le devient pas. C'est au sens où soit vous avez envie d'être entrepreneur et boum, ça y est, vous êtes entrepreneur et vous apprenez à le devenir, soit jamais vous commencerez. Les gens qui sont « Oui, j'ai pas encore le bon boulot, la bonne expérience ou le bon machin », c'est de la connerie. Ça veut pas dire que l'envie ne peut pas venir plus tard, mais elle n'aura jamais germé en amont. Quand elle viendra, elle viendra. C'est comme ça. Donc, vous racontez pas d'histoire là-dessus. Le monde n'est pas fait pour avoir 100% d'entrepreneurs. Si on avait 100% d'entrepreneurs, la Terre serait un endroit horrible. Je les fréquente, les zouzous, je peux vous dire qu'ils ont des problèmes. Hein. Il y a des choses qui tournent pas rond chez ces gens-là. Par exemple, on les a pris tous à la campagne là, le week-end dernier. C'était un sketch. Vous avez 15 mecs dans le train qui ont voulu reconstruire le train. Le contrôleur est devenu fou, quoi. Le mec est venu demander les billets. Ils ont commencé à avoir une discussion sur les sièges. Et pourquoi on peut pas poser la tête et pourquoi machin. Et je vous jure, le contrôleur, il s'est demandé. Je lui ai dit que je les amenais tous dans un château pour prendre soin d'eux, quoi. On s'est compris avec le contrôleur. Donc, donc vraiment, et ça ne s'invente pas.
vous pouvez faire semblant d'être entrepreneur. La vérité, c'est que les gens deviennent entrepreneurs en le faisant et très vite, ils comprennent le truc. Si vous comprenez pas le truc très vite, allez bosser pour des entrepreneurs. Donc, pour reprendre ces histoires de sujets, la deuxième raison que j'entends très souvent, c'est pour devenir riche. Alors, laissez-moi vous expliquer un truc. Être entrepreneur, c'est la façon la plus dure de devenir riche. Si vous voulez vraiment être riche et c'est votre obsession, aller dans la finance. C'est le moyen le plus facile, rapide et court de gagner de l'argent. Et ça le reste jusqu'à présent. Donc, c'est pas la peine de vous raconter des histoires. Et si vous voulez juste un chiffre qui vous fera tous réfléchir, le 1000e employé de Facebook, s'appelle Daniel Pepper, ça s'invente pas. Daniel Pepper, il a gagné plus d'argent à l'IPO de Facebook que 90% des entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont fait un exit. Donc, vous prenez la Silicon Valley, l'endroit au monde où les entrepreneurs sont le plus favorisés. Vous en enlevez 9 sur 10. Vous en avez 1 sur 10 qui va faire un exit. C'est-à-dire que sur 10 projets financés en VC dans la vallée, il n'y en a que 1 qui exit. Vous prenez ce groupe de 10%, vous supprimez 80% des boîtes et vous avez l'argent que Daniel Pepper a gagné. Et alors, 1000e employé de Facebook, le mec, à 999e fois, ils avaient à peu près une certitude que ça marchait pas mal. Je veux dire, je vous dis pas d'être premier employé de Facebook. Ça, faut avoir de la vision. Hein. À mon avis, le premier employé de Facebook, il savait pas que Facebook, ça allait marcher. Hein. Il s'est dit, les mecs boivent beaucoup de bière, ça a l'air cool. Mais le 999e, lui, il a quand même 998 avant, quand même. Hein. Même si vous êtes très lent, commence à y avoir des éléments de preuve. Donc, si vraiment vous êtes sérieux sur votre aventure entrepreneuriale, mettez votre ego de côté. Il n'y a pas de monopole de l'entrepreneuriat. On peut être entreprenant sans être entrepreneur. Il y a des salariés qui rejoignent des startups tôt et qui font des choses magiques dans ces startups et qui gagnent plus d'argent et qui font plus de choses que tous les gens qui vont créer leur propre boîte pour des questions d'ego. Parce que de toute façon, c'est un jeu tout bête de singularité. Ça veut dire que s'il y a une boîte, vous savez, le phénomène que je préfère dans The Family, c'est que nous, au bout d'un an, on a 3/4 de nos entrepreneurs qui abandonnent pour rejoindre des startups de The Family. Et ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Beaucoup plus que le nombre de startups qui nous rejoignent. Parce que je suis très fier de prendre quelqu'un, de le regarder dans les yeux et de lui dire, écoute, t'y as cru, ça marche pas, c'est pas fait pour toi, maintenant range ton ego et va te mettre au boulot. Et va apporter de la valeur à celui qui a été élu. Parce que c'est vraiment une question, c'est comme dans Matrix, quoi, c'est Neo. La raison pour laquelle les gens sont des bons entrepreneurs, c'est toujours des histoires improbables. Par exemple, on a une boîte qui nous a touché énormément récemment. On a un entrepreneur dont la mère est malade et le type est en train de créer un device pour sauver sa mère. C'est pas un film Hollywood. Forcément, le type, son niveau d'engagement, il sera dans le healthcare à un niveau que personne ne pourra avoir. Parce que ça ne s'invente pas ce genre de conneries. Vous pouvez pas aller empoisonner votre mère pour vous motiver. Je veux dire, personne ne serait suffisamment cinglé pour faire ça. Et s'il l'est, oula, ça, vous imaginez le twist de scénario. et donc, forcément, quand vous avez quelqu'un comme ça qui rentre dans The Family, il est porté par une énergie contre laquelle personne ne peut lutter. C'est pas possible. Je veux dire, vous êtes là avec votre marketplace pour vendre des ping-pong. Vous regardez un type comme ça, vous dites, ouais, peut-être que je vais aller travailler pour lui, en fait. Peut-être que c'est plus intéressant d'avoir 1% de sa boîte à lui que 99% de ma boîte. Et ce genre de décisions peuvent rapporter très gros. C'est vraiment, si je peux vous encourager à quelque chose, c'est trouver des gens qui vous inspirent plutôt que de passer votre vie à essayer de faire semblant un truc que vous n'êtes pas fait pour, quoi. On passe au pitch, peut-être? Allez, super. Merci. Merci.